Bonsoir. stage à Pont-l'Évêque. Merci pour ta présence, ça fait plaisir de te revoir. Donc j'ai quelques questions à te poser. Donc la première, ton parcours a été marqué par une quête d'efficacité de sens. Comment votre compréhension de l'aïkido a-t-elle évolué depuis vos débuts et qu'est-ce qui a été le catalyseur le plus important de cette évolution? Euh, alors, j'ai toujours été intéressé par l'aspect martial, mais au départ de façon très littérale. Je veux être le plus fort, etc. Bon, et c'est souvent ce qu'ont des jeunes enfants ou jeunes garçons, jeunes hommes, qui parfois manquent de confiance en eux, ont envie de s'imposer, etc. Donc au départ, c'était très littéral. Et puis aujourd'hui, c'est encore un aspect que j'estime très important. Et non plus parce que j'ai le moins de fantasmes de m'imposer face à ceci, cela, mais parce que c'est le cadre de pratique le plus exigeant. Dans l'absolu, moi, ça ne me dérange pas que les gens pratiquent sans mettre d'accent sur l'aspect martial, mais souvent, l'exigence est moindre, on tombe dans les automatismes, on pratique de façon un peu hypnotique. Donc du coup, il n'y a pas de réel développement de la conscience, il n'y a pas de transfert intéressant dans la vie quotidienne, etc. Aujourd'hui, encore une fois, je fais un écart de tout ce qui peut être bagarre et tout ça, contrairement à ma jeunesse, mais j'ai le même goût pour l'aspect martial, mais pas pour la même raison, parce que j'estime que les qualités que ça nous permet de développer donnent une meilleure qualité de vie pour permettre de profiter de la vie d'une façon plus profonde. L'aïkido est parfois justement critiqué en son manque supposé de réalisme, ce que tu as discuté tout à l'heure pendant le stage. Comment Kishinkai répond-il à cette critique sans trahir l'esprit de non-violence? Moi, je ne parle jamais de non-violence. C'est-à-dire qu'il y a une éthique, c'est-à-dire qu'on ne veut jamais combattre, mais comme le dit la Dalai Lama, il y a des fois où la violence est la seule solution. Il ajoute que, mais ça aura des conséquences, mais il y a des fois où la violence est la seule solution. Tu arrives dans une situation où quelqu'un est en train de commettre des actes barbares, de tuer des gens, etc. Et à ce moment-là, la non-violence n'a aucun sens. Tu es contraint, et à ce moment-là, il faut faire preuve d'aucune naïveté. Donc c'est plutôt quand tu dois le mettre en action, il faut être impitoyable. Par contre, quand le pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc voilà, plus tu as développé une efficacité martiale, et moins, de toute façon, moins tu as envie en réalité, parce que tu te rends compte aussi que tu es loin d'être le seul à avoir cette efficacité, que ça peut avoir des conséquences, etc. Donc l'efficacité martiale prend du temps, et ça te permet de mûrir. C'est un idéal. En revanche, si ça doit être mis en action, il n'y a plus de question de non-violence. Donc c'est plus une question d'éthique. La notion de body structure, structure corporelle, est centrale de votre enseignement. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle est différente d'une simple posture physique et comment elle influence tout le reste de la pratique? Oui, alors donc je parle souvent d'utilisation du corps. C'est pas du tout magique, pas mystique, il n'y a pas de ki ou que sais-je. Chaque activité à haut niveau va impliquer une modification de l'utilisation du corps. Tu vois bien ici que un lutteur n'a pas le même physique que quelqu'un qui fait de l'escrime, qui n'a pas le même physique que quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, qui n'a pas le même physique que quelqu'un qui fait de la natation ou de la varap. Donc quand tu vas toucher leur corps, c'est une sensation différente, leur façon de vivre dans leur corps est différente. Et donc on a une structure corporelle qui est à peu près similaire, mais la densité du muscle, la densité même des os, il y a des études qui montrent que plus tu fais de natation, en fait, tu as beaucoup de muscles, mais en fait, tu perds un peu de densité osseuse. C'est tout un tas de choses qui changent. Là où dans les sports, il y a beaucoup de moyens, il y a une obligation de résultat, et donc il y a une conscientisation de ces choses-là. En aïkido, c'est un petit peu le bon sauvage, c'était mieux avant, c'est un peu ridicule. Et souvent les gens n'ont pas conscience, tu leur dis, ils ne seraient pas capables de te dire souvent quelle utilisation du corps ils ont, quelle utilisation à-t-elle mettre, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent, pourquoi, qu'est-ce que ça implique, quel est le résultat. Donc ça se fait un peu par imitation, imprégnation, et il y a des résultats, mais la quantité d'efforts pour des résultats qui sont à la marge est vraiment ridicule. Donc ça explique notamment vraiment le nombre d'abandons, ça explique les faibles résultats quand ils se retrouvent confrontés à d'autres disciplines, etc. Donc c'est des choses très claires. C'est pas facile, mais en général c'est simple. J'ai évoqué plusieurs trucs aujourd'hui. Je pense que tout le monde a compris ce dont je parlais. J'imagine pas que tout le monde arrive à le faire, mais tout le monde a compris ce qui a été évoqué, a reçu quelques outils pour le travailler. Et après, c'est pas du tout la seule façon, parce que le combat est une activité tellement complexe qu'on peut utiliser le corps de façon différente pour résoudre certains problèmes. Mais
Mon problème, c'est quand ça n'est pas conscientisé, parce que les progrès sont très lents. C'est ça que je trouve intéressant quand on en parle, c'est du coup tu as toujours les explications par rapport à le travail corporel qu'il y a à faire pour pouvoir arriver à quelque chose au bout. Oui, tu sais, moi, c'est-à-dire que je travaille une Corée, tiens, tu vas m'attaquer là, et puis moi je vais faire ça, et là tu vois, regarde ta vie, c'est super. Bon, ça m'intéresse pas trop, et comme tu le vois, il y a des pratiquants de plein d'autres disciplines qui viennent, AMHE, Taijutsu, Karaté, etc. Donc, et c'est toujours le cas, et c'est parce que justement les points sont clairs, précis et nets, c'est efficace, et puis il y a des outils qui vont pouvoir investir dans leur pratique. On leur dit, quand tu fais Nikyo, mets ton petit doigt là, bon, ça ils s'en foutent en fait. Le Kishinkai se distingue par une approche très méthodique. Quels sont les 2 ou 3 principes fondamentaux sur lesquels un pratiquant doit absolument se concentrer, surtout dans les premières années? L'essence, c'est faire les choses en conscience, de façon délibérée. Je dis souvent aux gens, essayer de faire bien les choses, c'est rien. C'est la base. Oui, tout le monde essaie de faire les choses bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas j'essaie de faire les choses bien, c'est trop vague. Je donne des éléments, j'en donne quelques-uns au départ, et puis après ça augmente. Et après il y a toute une checklist. Ah oui, quand je suis en train de faire ma coupe, mon bassin est légèrement en rétroversion, est-ce que ma nuque est tirée vers le ciel? Est-ce que je me tiens debout parce que les jambes se rapprochent l'une de l'autre et que je ne suis pas en train de pousser avec les quadriceps? Est-ce que je suis sur l'avant du pied comme s'il y avait une feuille de papier de soie en dessous? Est-ce que ici c'est mon sein qui s'abaisse avant que mon corps se déplace? Est-ce que je me déplace à l'horizontale? Est-ce que je ne suis pas en train de suivre mon cerveau? Est-ce que je suis pas en train de regarder mon arme? Encore une fois, c'est étape par étape. Tu commences pas, je n'arrive pas avec une liste de 200 points à checker. Mais voilà, c'est faire les choses en conscience, c'est la première chose. Et ça, c'est transversal. En plus, c'est pas, ça ne se limite pas au Kishinkai, ça ne se limite pas aux arts martiaux. En fait, en tout, une réflexion globale. Après, nous, on a en termes d'utilisation du corps, on insiste beaucoup sur la dissociation, duquel va pouvoir naître des choses comme l'arme avant le corps, des actions simultanées dans différentes directions, et l'absence de pousser dans le sol, des déplacements très horizontaux et l'absence d'ancrage. Ça ne signifie pas du tout que connecter sans canon de sol, c'est mauvais. C'est juste des choix de pratique, des choix de contexte. C'est une façon qui permet de faire face efficacement au problème qui est posé. Il y en a d'autres, et dans un autre contexte, ça serait plus justifié. Mais voilà, je suis assez confiant que par rapport au contexte de travail qui a été choisi, c'est pertinent et relativement efficace. Et comme tu dis, c'est pas forcément indépendant du Kishinkai, effectivement, tu peux l'appliquer dans n'importe quelle situation. C'est pour ça qu'on voit d'autres pratiquants qui viennent aussi à rechercher ce que tu proposes. C'est très intéressant. Le travail des armes, le Kiwaza occupe une place importante dans le Kishinkai. En quoi la pratique du Ken ou du Judo est-elle indissociable de la pratique à main nue et que nous apprend-elle sur la gestion de l'espace et du conflit? En fait, ça peut être dissocié. Je connais des experts d'aïkido qui sont très bons et qui ne vont pas toucher à des armes. Des pratiquants de karaté qui sont très bons combattants, etc. Mais il y a des lignes dans le travail aux armes, un côté incisif. Ça permet aussi à pas mal de personnes de se relâcher parce qu'à main nue, elles relient ça tout de suite à une situation de vie et elles n'ont pas envie d'être dominées ou au contraire, elles ont envie un petit peu de montrer que les gens peuvent prendre un peu plus à la fois être plus martial et prendre un peu plus de distance avec cet aspect un peu bagarre. Donc voilà, c'est dans cet aspect-là que c'est intéressant. Ça permet aussi d'explorer. Souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on bute sur un problème, et quand on va prendre ce problème sous un autre angle, où il va être abordé différemment, et l'arme est d'un des outils qui permet cela. Il y a aussi plus d'exigence parce que, en termes de distance, de rapidité, ça permet aussi de sortir de son corps. Donc voilà, moi j'y vois beaucoup d'avantages, et je dirais qu'il y a 40% de mes cours sont faits de pratique aux armes. Je dissocie pas, j'ai pas de cours spécifique armes, mais on travaille. C'est ce que tu as proposé tout à l'heure avec l'échange à chaque fois main nue, on travaille aux armes pour faire le parallèle et puis pour trouver justement des points de blocage que tu peux avoir soit en main nue que les armes te débloquent ou les armes te débloquent. Absolument. Vous insistez beaucoup sur la relaxation et le non-effort. Comment concilier cette détente avec la nécessité de maintenir une structure corporelle solide et une intention martiale? Alors justement, là, souvent il y a une erreur qui est faite entre l'intention et la tension physique. Donc l'intention ne doit pas du tout se traduire par une tension physique. Donc il n'y a aucune contraction qui est nécessaire à une détermination. Et quant à la structure solide, moi j'estime qu'on n'a pas besoin qu'elle soit solide.
Une structure solide, c'est pour résister. Les arts martiaux, c'est ta capacité à faire des dommages, c'est pas à résister. En Aikido, les gens sont souvent en posture de victime. On les attaque, ils regardent l'attaque, ils se défendent, ils résistent, c'est très passif. Et d'ailleurs, ça génère beaucoup de passifs agressifs en termes de personnalité. Non, les arts martiaux, c'est ta capacité à infliger des dommages. C'est éliminer un ennemi, rentrer, frapper, rentrer, couper. Et donc la structure solide n'est pas importante, surtout si tu considères une situation asymétrique, réellement asymétrique. C'est-à-dire que je fais 56 kilos, j'ai 75 ans, j'ai les os poreux, et je fais face à un jeune rugbyman. Ça sert à rien, c'est ridicule. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a beaucoup d'aïkidoka qui jouent un jeu, ils font semblant de tenir fort, et puis après ils s'auto-projettent à moitié. Souvent, ils ne s'en sont pas conscients. Alors, les trucs extrêmes, tout le monde en rigole. En fait, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas la nature de ce qu'ils font qui est différente, c'est le degré. Mais en fait, la plupart sont dans le même jeu. Ils se mettent dans la situation que la technique fonctionne sur eux, etc. Et c'est ça, une voie de garage, c'est l'opposé d'efficacité. Il faut donner de plus en plus de difficultés. Moi, j'apprécie les élèves qui me donnent de la difficulté, pas ceux qui font carpette. Et face à eux, il ne faut pas plus de solidité. Il faut plus de mobilité, il faut plus de sensibilité. C'est ce que tu disais tout à l'heure, avec les préhensions au niveau de Kata Dori, éviter de se justement à contraindre et de forcer. Franchement, il y a des mecs qui sont là, qui sont en train de regarder, qui viennent couler la paume de leur main, qui regardent le poignet, et puis qui tapent du sabot. Tu montres ça à ta grand-mère, elle rigole, elle se dit mais qu'est-ce qui lui arrive, le pauvre. La notion de centre est universelle dans les arts martiaux. Concrètement, comment un pratiquant peut-il apprendre à bouger depuis son centre et quels sont les signes qui montrent qu'il y parvient? Moi, je ne bouge pas à partir du centre. Quand tu regardes un mec qui fait l'escrime, est-ce qu'il bouge à partir du centre ou en boxeur, tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas de notion universelle dans les arts martiaux. C'est pas, Qu'est-ce que tu vas avoir de commun entre un lutteur de sumo et un champion d'escrime olympique? La posture n'est pas la même, l'utilisation du corps n'est pas la même. Tu vois, rien n'est similaire. Pourtant, les deux font un art martial. Donc, non, pour moi, il y a des axes qu'après on peut réduire à des points et on essaie après de faire disparaître. Mais le mouvement ne commence pas à un endroit. La verticalité n'est pas une base. Il suffit de regarder tous les Eden Show, les rouleaux de transmission. La plupart du temps, ils ont le corps est incliné, etc. Donc les gens qui mettaient leur vie en jeu sur le champ de bataille n'avaient pas ces dogmes, tu vois, de verticalité, point, tac, tac, tac. Tu peux être vertical, tu peux être vers l'avant, tu peux être vers l'arrière. Ça peut être important à partir du centre ou pas. Donc, si tu veux, tous ceux qui ont la vérité font le même effet que les intégristes en religion, tu vois. Et c'est de la même façon de dire, oui, en fait, toutes les religions, à la fin, c'est la même chose. Non, non. Les religions et spiritualité, il y en a qui ont beaucoup de points communs, et il y en a qui n'ont strictement rien à voir. Et c'est important de voir les choses telles qu'elles sont, et pas se dire, les choses sont complètement différentes, ou tout est la même chose. Voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des points communs, il y a des différences, et après les comprendre, pourquoi, quelle utilité ont-elles, comment peut-on les expliquer. C'est pour ça que, encore une fois, la justification par des valeurs morales ou par une histoire, par les arguments d'autorité, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je disais, de façon anecdotique, ça peut m'arriver de mentionner un maître ou quoi, mais c'est juste pour illustrer, mais c'est pas parce que maître machin faisait ceci, cela, on s'en fout, quoi. C'est ton argument doit tenir par sa propre logique, par la force de sa logique, de sa rationalité. Intégrer la pratique dans la vie de tous les jours, il n'y a pas d'effort à se faire, il n'y a pas de différence. Donc je disais, j'aime pas citer le mais à moi, il y avait des gens qui lui demandaient dans un stage enseignant, ah maître, combien d'heures vous entraînez par jour? Il dit, mais vous comptez les heures que vous passez sur le tatami. Il dit, mais moi c'est chaque instant de ma vie. Donc je me brosse, il avait dit, je me brosse les dents, je fais ci, je fais ça, c'est ça. Donc l'aïkido, c'est le développement de la conscience. À chaque instant où tu fais des choses en conscience, pour moi tu peux faire l'aïkido, tu vois. Mais c'est pas que l'aïkido, l'aïkido est mon outil pour développer la conscience. Donc, mais encore une fois, le moment où tu marches, le moment où tu te poses, tu essaies de percevoir loin, tu essaies de regarder loin, d'entendre, de machin, tu goûtes les saveurs, tu essaies de comprendre la personne qui est en face de toi. Voilà, tout ça, c'est tout le développement de la conscience qu'on est dans l'aïkido. Pour finir, j'ai quelques questions sur le développement de notre discipline. L'aïkido semble parfois en retrait par rapport à d'autres arts martiaux. Que pouvons-nous faire en tant que pratiquants ou enseignants pour rendre notre discipline plus attractive, accessible?
Effectivement, c'est juste, et c'est pas qu'elle semble, c'est qu'elle est en retrait. Il y a des chiffres du ministère des Sports, donc tout le monde peut les consulter. Il y a beaucoup d'arts martiaux qui sont en berne. L'aïkido est le pire, non seulement en termes de licenciés, mais aussi en termes d'âge. Tous les indicateurs précis sont négatifs. C'est un problème très vaste. Premièrement, il faut cesser d'idolâtrer son maître et puis d'aller cracher sur les autres. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai commencé avec Aikido. Tout le monde dit Didier, comme ça, il est pas... Parce que j'étais dans le truc. Notamment, j'ai jamais entendu dire un truc comme ça. Hein. Jamais. Et puis les gens, de 3 heures, t'as moi, c'est pareil. Je l'ai fréquenté un certain nombre de fois, je l'ai jamais entendu dire lui, il est comme ci, Non, en fait, c'est les élèves qui ont besoin de se rassurer, qui ont besoin d'aller critiquer les autres. Et ça divise la discipline, donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il y a quelques têtes d'affiche qui sont porteuses. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'être une star. Tu vois. Donc, tout le monde y va, balancer sa petite vidéo, tu vois, avec des choses qui sont louables parce qu'il y a des efforts et tout. Mais c'est même pas niveau départemental, c'est même pas niveau d'arrondissement. T'es le prof de ton quartier et c'est super. Mais si tu veux, quand tu balances ça et que les gens vont tomber dessus quand ils tapent Aikido, démonstration d'Aikido, excellente démonstration d'Aikido, et puis qu'ils tombent sur un truc d'un niveau de quartier, tu vois, et qui dit c'est ça Aikido, c'est pas foufou, tu vois. T'as pas ça en judo, t'as pas ça en kendo, t'as pas ça en karaté, c'est complètement fou quoi. Mais comme ils se retrouvent jamais confrontés à la réalité, le outil il arrive, donc ça leur monte à la tête, tu vois. Donc en judo, tu vas avoir quelques champions, Fabien Canu, Rimer, Douillet, machin, etc. C'est ces personnes-là que tu as fait les mains en avant. Il n'y a pas chaque prof qui se sent ici d'aller montrer, balancer sa petite démo, etc. Et quand tu tapes judo, tu vas tomber sur des bons trucs. Quand tu tapes kendo, tu vas tomber sur des bons trucs. Quand tu tapes aikido, tu es assailli d'une masse de trucs qui fait ni queue ni tête, tu vois. Dans chaque groupe, il y a 2-3 mecs qui sont vraiment bons. Et tout le monde devrait se concentrer pour partager les trucs de ces 2-3 gars qui sont bons dans son école, au lieu d'essayer de prendre un petit peu de soleil. Donc ça sera le premier truc. Ensuite, être précis sur ce que les gens proposent. Les sites de karaté ont la chance d'avoir un nom particulier, Goju-ryu, machin, etc. Et tu sais vers quoi tu vas, si c'est plutôt spiritualité, si c'est plutôt bien-être, c'est combat, self-défense, tout ça. Là, à l'aïkido, ça peut être tout ça à la fois. Et celui qui cherche de la spiritualité et puis qui tombe sur un truc où là, tac, un peu genre à l'aïkido, il va être très déçu. Celui qui a envie de faire du Steven Seagal et puis il arrive et puis on fait des Norito, tu vois, il va être très déçu. Donc il y a un petit peu d'éclaircissement sur ça qui serait bon, clarifier ce que chacun propose. Ici c'est de l'aïkido qu'on pratique dans l'objectif de développer ça. Et comme tu dis, c'est vrai que dans le karaté, ils ont vraiment leur nom propre en fonction de leur discipline. Voilà. Et quand tu vas voir Shotokan, il y a des variantes, mais bon, tu sais à peu près sur quoi tu vas tomber. Shotokai aussi, tu vois, et ainsi de suite, Kyokushin aussi. Il y a beaucoup moins de déception. Tu t'identifies beaucoup plus clairement. Mais en Aikido, tu sais, ce qui est très surprenant, c'est que c'est pas toujours clair pour les profs eux-mêmes. Donc la communication, ils ne savent pas s'ils vont répondre ou pas aux attentes des gens. Moi, il y a des gens qui me contactent tout le temps. J'ai à cœur de savoir ce qu'ils recherchent. Et s'ils peuvent le trouver chez moi, c'est bienvenu. Et sinon, non, parce que tu vois, ça va me créer des problèmes. Il ne faut pas essayer de séduire tout le monde, garder tout le monde. Tu sais ce que tu fais, il y a quelque chose que ça peut faire. Tu peux aller ici t'intéresser à la spiritualité japonaise, c'est un aspect. Tu peux en voir faire une gymnastique, c'est un aspect, etc. Donc, il y a plusieurs trucs, mais il n'y en a pas 50 non plus. Tu vois, c'est un équilibre assez complexe, mais il faudrait qu'on clarifie les choses. La qualité de l'enseignement est cruciale pour l'avenir de l'aïkido. Quel conseil donnerez-vous à un jeune enseignant qui souhaite transmettre un aïkido exigeant et authentique dans le paysage martial actuel? Il faut continuer à se former tout le temps, vraiment être ouvert, se remettre en question. Il ne faut pas être attaché à sa posture de prof. Et puis il faut prendre en compte ici que prof d'aïkido, c'est beaucoup plus que prof de zumba ou coach de gym. Les gens ont des attentes qui sont, à juste titre ou pas, peu importe, mais plus vastes que ça. Donc il faut déjà quand même pouvoir poser une limite, mais savoir que c'est pas juste ce qui est sur le tatami. Prendre plus de responsabilités, c'est comment dire, c'est un patriarche, tu dois prendre beaucoup de responsabilités. Avant, parfois c'était trop, ils écrasaient un peu les tu vois, les mauvais côtés du patriarcat, mais il faut
pas penser que comme il y avait des mauvais côtés, il n'y avait pas de bons côtés, il y a des bons côtés qui ont été rejetés avec l'eau du bain. Et c'est cet engagement à prendre toutes les responsabilités, à estimer que je suis responsable de tout, même si ce n'est pas le cas, et faire tout ce que tu peux à tous les niveaux. La qualité de ton enseignement, elle est cruciale, ça c'est une chose, mais ça va tellement au-delà dans la communication, dans ce que tu incarnes, etc. En fait, il y a peu de gens qui ont envie de faire tous ces efforts. Une dernière question. Si vous deviez donner une seule raison, un argument choc à une personne qui hésite à débuter l'aïkido, quelle serait-elle? Ta vie sera meilleure, tu vivras mieux. Encore une fois, l'exemple que je donne, c'est le développement de la conscience. Donc, si tu veux, c'est comme si tu avais une télé en noir et blanc et un son mono, où tu vas arriver, tu vas avoir des Dolby Surround et des 8K. Voilà. Donc, mais c'est pas le seul truc. Hein. L'aïkido permet ça. L'aïkido permet de développer sa conscience et chaque instant va être tellement plus riche. Au-delà de ça, ça donne aussi la liberté encore, une éthique et tout ça, mais c'est surtout ça. On vit mieux.